Madame Guigou, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale à Paris pour cette interview consacrée au dossier que nous réalisons en collaboration avec notre Europe et Sciences Po sur la personnalité et l'œuvre de l'homme politique et économiste italien Tommaso Padoa-Schioppa. Première question, dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de Tommaso Padoa-Schioppa ? À l'époque, j'étais au cabinet du président de la République, François Mitterrand, et je m'occupais des questions européennes. Et évidemment, j'avais lu les rapports de Tommaso et je le voyais comme ça dans des réunions, dans les groupes de réflexion. Et puis, quand le président Mitterrand a décidé sous sa présidence, deuxième présidence de l'Union européenne, c'était dans la deuxième moitié de l'année 1989. Quand il a décidé vraiment qu'il fallait que ce soit sous sa présidence que l'on décide de convoquer une conférence intergouvernementale pour l'Union économique et monétaire, c'était un projet qu'il avait tâché de faire avancer, avec Jacques Delors d'ailleurs, déjà depuis 1985, depuis l'acte unique. Où on a eu la première mention de ce qu'on appelait l'écu. À l'époque, c'était le premier nom qu'on avait donné à l'euro. Donc, le président Mitterrand a décidé que ce serait l'objectif principal, avec l'adoption d'une charte sociale, de la charte sociale, mais l'Union économique et monétaire. À partir de ce moment-là, c'est là que j'ai connu vraiment Tommaso Padoa-Schioppa, parce que il avait été rapporteur du comité Delors, qui avait été créé à la demande au Conseil européen de Hanovre en juin 1989, en juin 1988, pardon, à la demande du chancelier Kohl. Et c'était ce comité Delors, composé des gouverneurs de banque centrale, qui avait finalement dit quelles étaient les étapes à franchir, et Tommaso en était le rapporteur. Donc déjà, à cette époque, j'avais eu des contacts avec lui, mais qui n'étaient pas très fréquents. Et c'est ensuite, quand nous pensions, nous, que ce rapport Delors suffisait pour que l'on décide politiquement de créer l'Union économique et monétaire. Et c'est parce que notamment, le chancelier allemand a dit « mais il faut quand même qu'on poursuive un petit peu les travaux ». À nos yeux, ce n'était pas nécessaire. Le rapport Delors avait dit tout ce qu'il fallait dire sur les étapes pour l'Union économique et monétaire. C'était un rapport d'un comité composé des gouverneurs de banque centrale, présidé par Jacques Delors, président de la Commission. Donc nous pensions que c'était largement suffisant. Mais c'est vrai que le chancelier, pressé par beaucoup de monde autour de lui, a demandé qu'il y ait quelques travaux complémentaires. Le président de la République française a dit qu'à cela ne tienne, on va les faire pendant quelques mois sous ma présidence. Et c'est comme ça qu'on a créé ce qu'on a appelé le groupe Guigou, c'est-à-dire qui rassemblait... Alors, après que les gouverneurs de banque centrale aient été rassemblés par le comité Delors, qui rassemblait les directeurs des affaires, les directeurs du Trésor, de tous les pays membres de l'Union européenne à l'époque, et les directeurs des affaires européennes des ministères des Affaires étrangères. Le président de la République, sur suggestion des deux ministres français compétents, m'a demandé de présider ce groupe, et nous nous sommes réunis pendant 3 mois. Et j'ai demandé à Tommaso Padoa-Schioppa d'être le vice-président de ce groupe et d'ailleurs d'en être le rapporteur. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai noué à la fois des relations de travail beaucoup plus étroites avec Tommaso et des relations amicales. Parce qu'il a été absolument merveilleux dans ce groupe. D'abord, par la connaissance qu'il avait de l'ensemble des propositions que lui-même avait formulées, bien avant d'ailleurs le rapport Delors, qu'il connaissait évidemment admirablement tous les acteurs qui étaient autour de la table, il connaissait à la fois leur réticence, et que
et que jamais, bien sûr, il ne pouvait être pris en défaut sur le plan technique, ça c'était absolument impossible. En même temps, il avait une vision de l'Europe et il avait une capacité à vraiment, sur le plan humain, hein, à pouvoir dépasser aussi les antagonismes qui étaient inévitables, qui était quelque chose d'absolument formidable. Voilà. Et donc c'était un homme à la fois, il avait une pensée, il avait des capacités techniques que n'avaient pas beaucoup de personnes hein, dans ce domaine. Et il avait en même temps des qualités humaines qui faisaient que c'était très difficile de résister à ces raisonnements. Je me souviens très bien, parce que nous avons travaillé d'arrache-pied pendant plusieurs réunions d'affilée, pendant 3 mois. Vous savez, il n'y avait pas grand-chose à rajouter à ce qu'avait dit le rapport Delors, honnêtement. Peut-être ce que nous avons apporté de plus, c'est la définition qui s'est retrouvée dans l'article 2 du traité d'Union économique et monétaire. Quels sont les objectifs de l'Union économique et monétaire? Il y avait une discussion qui n'était pas facile pour marier l'exigence de stabilité, lutte contre l'inflation, etc., les budgets, la sagesse budgétaire, et la nécessité déjà de développer la croissance pour l'emploi et la cohésion sociale. Et c'est la rédaction de cet article qui nous a pris des semaines, parce que derrière tout ça, et on retrouve ce débat aujourd'hui, et Tommaso n'a cessé de dire dans tous ses écrits, en particulier dans ces derniers, à quel point cet équilibre entre la stabilité, la croissance et la solidarité était absolument crucial pour la réussite de l'Union économique et monétaire. Donc ça, c'est la principale discussion qui nous a occupés. Et je dois dire que l'humour de Tommaso a fait merveille, parce qu'il avait l'art de dire, au fond, et d'une façon qui était acceptée, de pointer les contradictions des uns et des autres. Je me souviens très bien, à un moment donné, vis-à-vis de nos amis britanniques. Il y avait John Kerr, déjà, qui était dans cette délégation, parce que Mme Thatcher ne voulait pas que ces diplomates participent à ce groupe, au départ. François Mitterrand était allé la voir début septembre 1989 pour lui dire, voilà, nous allons créer un groupe avec les directeurs du Trésor, les directeurs des Affaires européennes, et naturellement, tous les pays sont invités. Il lui a dit ce jour-là, mais moi, je n'enverrai personne parce que je suis contre la monnaie unique. Et François Mitterrand lui a répondu, c'est très bien, c'est votre choix, mais ce groupe, ça va se réunir quand même. Donc, et 3 jours après, nos amis britanniques étaient là. Je me souviens que Tommaso, vers la fin, a dit à John Kerr en particulier, bon, alors, vous êtes contre, c'est une affaire entendue, vous exprimez les vues de votre gouvernement, c'est votre rôle, mais à la fin, vous ne pouvez pas nier que 2 plus 2 font 4 quand même. C'est-à-dire que pour faire la monnaie unique, il faut faire ceci, ceci et cela. Et effectivement, c'était incontestable. Donc, il a dit, votre décision, elle est de rentrer ou pas, ça vous appartient. Mais vous ne pouvez pas nier que les conditions à remplir, qui sont celles du rapport Delors et celles que nous voulons de définir sur l'équilibre entre stabilité et croissance, elles sont indispensables. Voilà comment le groupe a conclu, comment finalement, en s'appuyant principalement sur le rapport Delors, accessoirement sur le rapport complémentaire que nous avons produit, les 2 conseils des ministres, des Affaires étrangères, des Finances d'abord, puis des Affaires étrangères ont adopté ce rapport sans veto britannique, et comment François Mitterrand a pu demander et obtenir, avec difficulté, mais que l'on fixe une date pour la réunion de l'Union économique et monétaire. Voilà comment le mécanisme s'est enclenché. Alors, Tommaso a joué un rôle fondamental. Moi, j'ai trouvé auprès de lui, évidemment, un appui formidable. Il était la mémoire dans ce groupe, et puis celui, encore une fois, qui savait à la fois pointer les contradictions et en même temps mettre du lien. Et j'ai retrouvé après
parce que je n'ai jamais cessé ensuite de travailler avec lui, et puis dans le cadre de notre Europe également, dont je suis membre depuis le début du conseil d'administration. Voilà, de retrouver ces qualités extraordinaires qui sont celles à la fois d'un homme de vision, mais d'un esprit extrêmement concret et qui sait, avec pragmatisme dans l'action, comment avancer. Vous nous avez décrit les travaux du rapport Guigou et vous nous avez dit que vous étiez resté en contact par la suite, notamment aussi quand il était en fonction à la Banque Centrale Européenne ou plus tard quand il est arrivé à notre Europe. Mais tout le temps, en vérité. Quand il a eu ses responsabilités différentes et successives, et j'ai toujours eu des contacts avec lui, des discussions, parce que, bon, à travers les péripéties de ma vie politique aussi, j'ai jamais cessé de toute façon de m'intéresser aux questions européennes. Et que, vous savez, ceux qui ont travaillé à cette époque-là sur la monnaie unique ont créé entre eux des liens qui continuent aujourd'hui. Les liens que j'ai avec Jean-Claude Trichet, Jacques de la Rosière pour les Français, par exemple, Pierre de Boissieu, qui faisait partie de ce groupe au titre du ministère des Affaires étrangères, avec John Kerr, qui continue encore aujourd'hui dans différents cercles, avec Carlos Bastarèche, qui est maintenant l'ambassadeur d'Espagne à Paris. Et encore l'autre jour, et Tommaso était un des ciments aussi de ce groupe. Nous continuons à nous voir, nous continuons à échanger des points de vue dans différents cercles. Et c'est pour ça que sa disparition brutale a été pour nous tous aussi une perte terrible. Vous avez comme lui un parcours de militante européenne. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'association Notre Europe, qu'il a présidé pendant plusieurs années. Quel regard portez-vous sur son action à ce niveau, précisément ? Je crois que Tommaso a eu pour Notre Europe le mérite extraordinaire, d'abord, de rendre visible cette réflexion qui était toujours à la fois très fondée sur des éléments très documentés. C'était un économiste de premier plan, Tommaso. Et en particulier, il a eu la capacité de formuler très clairement, et dans plusieurs rapports de Notre Europe, ce qu'il fallait pour remédier aux failles initiales de l'Union économique et monétaire. C'est très bien que nous étions très lucides, nous tous qui avions travaillé au début, sur ce qui manquait à l'Union économique et monétaire. Jacques Delors l'a dit dès le départ, une monnaie fédérale, une union économique ça marchait sur une seule jambe, une union économique très insuffisante. Donc nous étions très lucides là-dessus. Et Tommaso a eu le mérite de dire au fond très vite, très tôt, ce à quoi, les lacunes auxquelles il fallait remédier. Je me souviens que, en particulier dans l'année 2010, c'est-à-dire l'année qui a précédé sa mort, il a publié des rapports, accordé plusieurs entretiens, dans lesquels il disait ce qu'il fallait faire et ce que nous sommes en train de faire maintenant. C'est-à-dire une union budgétaire, une union un jour qui devrait être fiscale, et il disait très clairement que certes les disciplines et la stabilité étaient indispensables, mais qu'il fallait absolument la croissance et la solidarité. Et c'est exactement les problématiques sur lesquelles nous travaillons. D'ailleurs, il a été aussi un des premiers, tout en déplorant la lenteur au moment où on pensait que la zone euro risquait d'imploser, parce que la crise en mai 2009 a été terrible, mais a souligné aussi que les premières décisions étaient intéressantes. La création du Fonds de stabilité financière qui devait devenir pérenne. Donc je crois qu'il avait cet art à la fois de souligner les lacunes et en même temps de donner des éléments d'espoir. Et il a été un des premiers à dire pourquoi. Il fallait que, pour soutenir la croissance, il y ait un budget européen
suffisamment doté et une capacité d'emprunt, c'était déjà une proposition de Jacques Delors au début des années 90, une capacité d'emprunt propre par l'Union européenne, fondée sur des euro-obligations. Déjà en 2009-2010, sont des sujets dont nous discutons maintenant. Évidemment, si on l'avait écouté plus tôt, nous n'en serions pas là. Et j'ai gardé le souvenir, et Jacques Delors aussi, puisqu'il nous l'a redit devant la Commission des Affaires étrangères il n'y a pas longtemps, qu'au fond, il avait vu juste en disant, dans la situation où nous sommes, après la crise, qui a débuté aux États-Unis, qui a été malheureusement importée en Europe, dans la situation où nous sommes, la rigueur est inévitable pour les budgets des États membres, parce qu'il faut remédier à des déficits excessifs qui ont conduit à des niveaux de dette eux-mêmes insupportables, mais il faut à ce moment-là que la relance vienne du budget de l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, les États membres sont en discussion à Bruxelles, justement sur cette question des perspectives financières 2014-2020. C'est un enjeu fondamental. Voilà, Tommaso Padoa-Schioppa était un éclaireur d'avenir, en même temps qu'il savait être très pragmatique. Au fond, il avait ces deux qualités en même temps que Jacques Delors a démontré aussi à la tête de la Commission. Bien, Madame Guigou, je vous remercie pour cet entretien. Merci.